Okay. Okay, I can start. Please. Ok, bonjour et bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième webinaire. Vraiment, je voulais donner une très grande bienvenue à tous et à toutes. Mais aussi, je voudrais prendre cette occasion vraiment à remercier les organisateurs de cette session. Moi, je m'appelle Chilanga Asmani. Je serai le modérateur de cette webinaire pour aujourd'hui. Et alors, je veux vraiment remercier les organisateurs, toute la coordination qui est faite pour qu'on puisse avoir cette webinaire. Comme vous le savez, on devait avoir cette rencontre à Abidjan, next slide, mais en raison que tous on connaît avec les pandémies de Corona, COVID-19, on ne pouvait pas avoir cette rencontre. Mais la bonne chose, c'est qu'on a pris une bonne décision de opter pour faire les webinaires pour qu'au moins tout ce qui est comme préparatif, l'enthousiasme de tous les participants peut être maintenu et on peut partager dans une autre façon dans cette situation où les voyages ne sont pas possibles. Alors, c'est vraiment une bonne chose et encore bienvenue. Et dans cette situation de la pandémie de coronavirus, je vous souhaite tout le monde beaucoup de santé, bon courage et qu'on peut rester en toute bonne santé pour toute cette période. Et alors, comme on le savait, c'était vraiment, le but était d'avoir cette réunion de partenaires régionaux de l'IBP pour vraiment partager l'expérience, renforcer les réseaux régionaux, mais aussi guider comment on pouvait faire le futur forum de bonnes pratiques sous le genre de ECOWAS. Et on voulait vraiment, avec cette rencontre régionale, c'est avoir une idée plus précise de la mise en œuvre effective de meilleures pratiques dans la région. Et l'importance de ce type de partage, c'est pour assurer que où on a de bonnes expériences, où on a de meilleures pratiques, on peut partager pour que vraiment on peut avoir cette chance dans tous les pays, à part tous les pays, d'aussi avoir ces échanges pour qu'on peut mettre en œuvre ces bonnes pratiques pour assurer la bonne offre de ces très importants services de planning familial et santé de rébellion pour toutes les femmes, tous les jeunes et tous ceux qui en ont besoin. Et alors aujourd'hui, next slide, aujourd'hui on va avoir une session sur la mise à jour des nouvelles lignes directrices de l'OMS, mais aussi on va avoir une perspective souterraine sur les mises en œuvre de ces guides. Alors, c'est vraiment une opportunité qui est très importante de partage pour voir comment est-ce que les guides sont utilisés, quelles sont les expériences, les succès et les défis et comment on peut améliorer. Alors, maintenant, on est dans l'agenda. Vraiment, vous souhaite le bienvenu. On va avoir des présentations. Et puis, dans votre écran, vous pouvez voir à droite, il y a une place où vous pouvez poser des questions. Alors, on souhaite que vous posez toutes les questions qui sont possibles. Cet webinaire sera enregistré et les questions que vous posez par écrit, on va les collecter pour qu'à la fin de les 3 présentations, on peut répondre à les questions. Alors, si vraiment on vous demande de donner tout ce que vous avez comme question, comme commentaire, comme échange. On va prendre ça en compte et on va le discuter à la fin de le webinaire. Et aussi, vous voyez le site web, vous pouvez visiter ce site web pour avoir en plus sur le réseau IBP, mais en même temps, on va aussi avoir tout le contenu de cette webinaire aujourd'hui dans le site web pour votre appréciation après et pour peut-être partager à les autres. Alors, comme j'avais dit, vraiment, c'est une excellente session pour discuter et pour mieux comprendre quand on parle de le guide de l'OMS, c'est quoi? Que s'agit-il? Vraiment pas de tous les documents, que soit son titre, mais qui contient des recommandations de l'OMS sur les interventions sanitaires. Ça peut être les interventions cliniques, santé publique ou politique qui sont proposées pour mise en œuvre.
Alors, les recommandations donnent des informations pour les décideurs politiques, les prestataires, les gestionnaires de programmes de santé, pour vraiment comment faire, comment offrir les services de bonne qualité. Et je voulais aussi vous dire que les guides qu'on va discuter, qu'on va partager, ils sont aussi développés vraiment par un processus qui est participatif. Il y a des groupes de travail qui sont sélectionnés de manière d'assurer que vraiment toute l'expertise, toute l'expérience, y compris une représentation qui est appropriée en termes de géographie et de genre. Alors, c'est vraiment des guides qui sont développés par nous tous avec l'expertise et l'expérience qui est disponible. Ça répond aux qualités plus élevées en matière de ligne directrice. Ça répond aux besoins, questions des États membres. Ça essayer de vraiment assurer qu'il y a une bonne base d'examen systématique de haute qualité et qui prend en compte de tous les éléments pertinents. C'est aussi un processus il y a beaucoup d'étapes pour minimiser le bias et aussi les jugements et les décisions de tous les guides qui sont développés, les recommandations qui sont proposées sont faits par un processus qui est transparent et qui est vraiment explicite. Alors, il y a vraiment un grand processus de consultation de tous les guides qu'on va discuter aujourd'hui. Et sans vraiment vous retarder, je vais introduire le premier présentateur, Next. Alors, merci pour le bienvenue. Oh. Avoir le premier présentateur, Marilyn Duffield. D'accord. Je peux commencer? Oui, s'il vous plaît. Alors, Marilyn va présenter. Okay. Alors, merci beaucoup. Alors, comme Dr. Asmani a dit, bonjour, bonsoir, et je suis désolée qu'on ne peut pas faire la réunion face à face, mais je vraiment remercie les organisateurs pour le network, IBP Network, pour organiser cette plateforme pour qu'on puisse continuer notre travail très important, même dans les situations de COVID-19. Alors, s'il vous plaît, avancez. Alors, pour les prochaines 5-10 minutes, je vais juste faire une mise à jour sur les lignes directives de l'OMS et surtout sur les nouveaux. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, comme peut-être la plupart de vous sachent, il y a quelques lignes directives qui est très, très pertinent pour la planification familiale dans le Afrique subsaharienne et aussi mondialement aussi. Alors, d'abord, il y a la 5e édition de le critère de recevabilité médicale. On dit MEC en anglais, le MEC en français peut-être. Et cette ligne directive donne les recommandations sur qui peuvent utiliser une telle méthode de contraception avec efficacité. Aussi, peut-être vous savez bien la stratégie de planification familiale qui est une ressource liée avec le MIC. Ensuite, et on va avoir une présentation après la mienne sur la mise en œuvre de la partage des tâches. Et ça, c'est quelque chose de très, très important et je félicite les partenaires pour tout le travail qu'ils fassent. Alors, il y a certaines recommandations qui est très important pour la provision, la prestation de planification familiale. Pour le nouveau ligne directive, en 2019, l'année dernière, pendant l'été,
La première ligne directive focalisée sur les interventions d'autoprise était lancée. Et il y a beaucoup de recommandations qui étaient bonnes pratiques, mais pour la planification familiale, il y a deux qui est très important de souligner. Ensuite, mais peut-être c'est pas aussitôt aussi telle importance dans la région de l'Afrique de l'Ouest. L'OMS, en août l'année dernière, a lancé des nouvelles recommandations pour la contraception pour les femmes à très haut risque d'attraper le virus VIH. Alors, je vais parler sur les recommandations un tout petit peu. Et dernièrement, mais malheureusement, on n'a pas l'occasion de faire le café de connaissances. Il y a le appli qui est maintenant en anglais, qui a toutes les recommandations dans une plateforme de Android ou bien iPhone. Et maintenant, ça reste en anglais, mais bientôt, ça serait disponible en français. Et j'aimerais aussi dire que, excusez-moi, toutes les fautes grammaticales que je fasse. Le prochain diapositive, s'il vous plaît. J'imagine que tout le monde a déjà vu cet tableau qui montre et fait un rappel sur les méthodes de contraception qui les femmes, toutes les femmes, peuvent utiliser pendant la période postpartum et surtout sur la période postpartum dans les prochaines 48 heures après l'accouchement. En 2015, l'OMS a diminué le critère de récidibilité, le MEC, la catégorie pour les pilules progestives seules, aussi pour les implants. Avant, c'était une catégorie 3. Maintenant, c'est une catégorie 2 pour toutes les femmes, même si elles allaitent. Donc, ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé les prestations de services pour la planification parce que maintenant, toutes les femmes peuvent utiliser plus de méthodes. C'est un élargissement des gammes de méthodes pendant le postpartum. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et je crois que, et on va entendre, il y aura une présentation qui me suit, mais le partage des tâches pour l'amélioration de l'accès de planification familiale de contraception et il y a des recommandations très, très importantes. On sache que l'accès limité aux services de planification familiale en raison du nombre insuffisant d'agents de santé et de leur répartition inégale est un défi et c'est une difficulté face au programme. Et maintenant, dans ces lignes directives, plus de prestataires peuvent prester des méthodes de contraception. La prochaine diapositive, cette diapositive souligne que le partage des tâches, d'abord, tous les prestataires peuvent donner le conseil en vue de choix d'une méthode. C'est recommandé par les cloches en vert, les coches en vert, les contraceptifs oraux combinés, contraceptifs oraux progestifs, pilules de contraception d'urgence,
les méthodes de jour fixes et les méthodes de 2 jours, aussi les préservatifs et aussi tous les prestataires peuvent donner le conseil sur le maman. Quelque chose de nouveau, c'est que les pharmaciens, les aides-soignants peuvent donner les injectables. Et quelque chose de très, très important dans la région, c'est que les sages-femmes auxiliaires, les infirmières et les sages-femmes peuvent insérer les dispositifs intra-utérins et aussi donner les injectables et les implants. C'est possible pour les infirmières et les sages-femmes. Et ça, c'est quelque chose de très... on va entendre plus sur la mise à l'échelle en quelques pays dans la région, leur succès et aussi les difficultés ou des leçons qu'ils ont appris pour vraiment mettre en œuvre ces recommandations. Ensuite, la prochaine diapositive. Comme je viens de dire qu'en 2019, pour la première fois, l'OMS a lancé une ligne directive consolidée sur les interventions d'entreprise. Et pour l'OMS, dans ses travaux, l'OMS définit l'entreprise en charge comme la capacité des personnes, des familles et des communautés à faire la promotion de la santé, à prévenir les maladies, à rester en bonne santé et à faire face à la maladie et au handicap avec ou sans l'accompagnement d'une prestataire de soins. Les interventions d'entreprise en charge représentant un coup de pouce décisif vers un renouveau et un accroissement de l'efficacité, de l'autonomie et de l'engagement de chacun en matière de santé pour qu'il y ait des personnes se prennent en charge et des aidants. J'aimerais bien souligner que l'une des recommandations qui est pertinente pour le PF, c'est que maintenant, l'OMS a donné une recommandation forte sur la prestation de pilules contraceptives orales qui disent qu'ils peuvent être délivrés sans ordonnance aux personnes recourant à ce type de pilule. Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour les programmes de prendre compte de. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ensuite, une autre recommandation très pertinente, c'est que maintenant, l'OMS fortement donne une recommandation forte que l'injectable peuvent être donnés comme l'entreprise. Tous les pays peuvent être mis à disposition dans le cadre d'une approche additionnelle de l'administration. Et j'aimerais faire un petit rappel que l'édition de 2018 de le manuel de PF, je crois que vous êtes au courant, en anglais, il y a un chapitre qui donne plus d'informations, plus de détails, plus d'instructions pour l'entreprise d'une injection d'entreprise. La prochaine, s'il vous plaît. Aussi, de l'année de 2019, c'était une année très chargée. Aussi, dans le domaine de recherche pour le PF, l'étude ECHO était, les résultats
été publié en le début de juin. C'était un essai randomisé qui était fait en 4 pays, en 12 structures sanitaires, comme la carte d'Afrique montre. Et c'était le but était de savoir si certaines méthodes de contraception a provoqué une plus haut risque de VIH pendant l'usage. Cette étude a enregistré 7800 femmes dans les âges reproductifs, et ces femmes désiraient d'éviter une grossesse et acceptant d'être randomisées, soit l'injectable, soit l'implant ou soit le diapositive de cuivre. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les résultats de cette étude étaient publiés en Lancet. Il y avait quelques présentations déjà au congrès très important, et aussi il y a une YouTube vidéo disponible. Mais la conclusion pour les programmes est très importante. Et même si c'est un sujet qui ne touche pas très qui n'est pas aussi important dans l'Afrique de l'Ouest que l'Afrique Sud de l'Est. Donc maintenant, après une grande revue des données observationnelles et aussi les données de l'étude ECHO, pour les femmes qui ont un risque élevé d'infection par le VIH, il n'y a aucune restriction médicale pour toutes les méthodes de contraception, même les contraceptions de progestatifs seuls, comme les pilules injectables, implants, les diapositives intra-utérines ou les diapositives utérines qui libèrent les gestral, et aussi les contraceptifs hormonaux combinés. Mais j'aimerais dire que pour la mise en œuvre de ces recommandations, il y a 4 points très essentiels pour les programmes. Les efforts visant à élargir l'accès aux options de contraception doivent se poursuivre. Il faut de toute urgence remettre l'accent sur les services de prévention de VIH et des IST. L'intégration des services de planification familiale et de prévention de VIH est cruciale dans les zones de forte prévalence. Le quatrième, et ce qui est très important pour vous, c'est dans les zones de faible prévalence, les services peuvent offrir prévention de dépistage du VIH aux femmes qui en font la demande. Le risque d'infection au VIH qu'encore une femme ne doit pas restreindre son choix de contraception. Et vous voyez le lien sur le diapositive pour plus d'informations. Et cette ligne directive est traduite en français. Et aussi, si vous voulez, il y a une présentation traduite en français qui explique tout le processus, l'évidence, les données et aussi les conclusions. La prochaine. Alors, je vous remercie. Et voici les liens sur l'Internet où vous pouvez trouver plus d'informations. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que ça nous donne vraiment une bonne ouverture de notre webinaire aujourd'hui par présenter ce qui est nouveau, ce qui a changé, mais aussi vraiment ça montre plusieurs choix, plusieurs possibilités d'offrir les contraceptions aux femmes qui ont besoin. Alors c'était une bonne introduction et ça va nous assister dans les prochaines
présentation où les collègues vont nous dire quelles sont leurs expériences de mise en œuvre tous ces guides, parce que les guides sont développés, mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on les mis en œuvre et quelles sont les expériences, les succès et défis. Et alors, le prochain présentateur, c'est Dr. Ama de PSI Niger. Lui, il a beaucoup d'expérience dans la santé reproductive, santé planning familial. Il a travaillé plus de 10 ans dans ces projets. Et maintenant, il travaille au Niger sur la santé reproductive, planning familial. Il va partager avec nous son expérience d'utilisation de cette guide pour augmenter l'accès aux femmes qui ont besoin de services de planification familiale. Alors, Dr. Ama, bienvenue. À vous. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Donc, je vais vous présenter les services mobiles et le partage des tâches pour l'APF volontaire, qui est une expérience pilote que nous avons réalisée dans un district sanitaire du Niger. Slide, s'il vous plaît. Donc, voilà le contenu de notre présentation. On va essayer de voir un peu la population cible, comment est-ce qu'on a implémenté le partage des tâches et voir quelques leçons que nous avons apprises à partir de cette expérience de clinique de mobile. Slide, s'il vous plaît. Bon, PSI est parti sur les analyses selon l'outil Usenet pour Explorer Tools que les études d'EDS utilisent. Et on note que pour le Niger, en fait, la majorité des femmes qui sont sexuellement actives habitent dans les zones rurales. Parmi ces femmes qui habitent ces zones rurales, nous avons plus de 750 000 en fait qui ont un besoin de PF mais qui n'arrivent pas à utiliser la PF pour diverses raisons. Et notamment au niveau rural au Niger, c'est vraiment beaucoup plus l'accès de ces femmes aux formations sanitaires qui est problématique. Alors, pour répondre un peu à ces difficultés, notre projet SIPFO2, qui est financé par l'USAID, a sélectionné les services mobiles de proximité, que nous pensons être une approche à haut impact, validée en tout cas par les acteurs globaux de l'APF. Cela est choisi parmi le large éventail d'options que nous avons par rapport à la boîte de l'OMS. Et là, en fait, ces services offrent l'insertion des méthodes et le retrait notamment des méthodes, surtout pour les implants, aux femmes au niveau rural. On peut aussi dire que l'approche sortie mobile, en tout cas je l'ai dit, ça fait partie d'un outil de la boîte de l'OMS parmi les partages des tâches. Slide s'il vous plaît. PSI utilise le district sanitaire pour organiser ses cliniques mobiles. Donc il y a une équipe de PSI qui travaille avec le district sanitaire et ils décident d'aller dans une formation sanitaire qu'on appelle CIC pour le Niger. Parce qu'au Niger, la pyramide sanitaire est composée des directions du ministère de la Santé, des directions régionales, des districts sanitaires et des CIC que nous appelons centres de santé intégrés et ensuite des cases de santé. Donc la case de santé au Niger, c'est vraiment le dernier échelon de la pyramide sanitaire. Donc l'équipe de PSI travaille avec l'équipe des districts sanitaires et l'équipe du centre de santé qui vont au niveau des cases de santé qui est la dernière pyramide pour essayer de faire ces cliniques mobiles. C'est important de noter qu'en tout cas pour la plupart des cases de santé, les femmes n'ont accès qu'aux méthodes de courte durée. Parce que tout simplement, ou les prestataires n'ont pas été formés, ou bien les prestataires n'ont pas les moyens pour faire l'insertion des méthodes, notamment les implants et les autres méthodes de longue durée. Donc, d'où la valeur ajoutée pour nous de faire ces cliniques mobiles au niveau des cases de santé. Cela permet aux femmes d'avoir l'accès aux méthodes de longue durée. On a aussi vu que, si vous regardez un peu, on a vu que entre avril et septembre 2017,
à peu près, on a 4612 femmes qui ont bénéficié des implants. Donc, c'est ce qui est quand même important pour nous. Et si on regarde un peu des méthodes, pas seulement des implants, des méthodes, on a vu les différentes méthodes, 45% d'implants, les injectables sont autour de 34%, on a même eu au moins 5%. Mais ce qui est vraiment important ici à noter, c'est que cette approche a permis au niveau des femmes, au niveau éloigné, d'avoir accès à ces différentes méthodes, ce qui est une bonne approche. Slide, s'il vous plaît. Ici, quand on regarde sur les partages de tâches de l'OMS, on voit que, comme j'ai parlé des cases de santé qui constituent le dernier échelon de la pyramide sanitaire, nous avons travaillé avec ces agents de santé communautaire par rapport à l'offre des implants notamment. Et nous pensons que ça a un lien avec ce que j'ai encerclé, parce que nous avons là-bas ou des auxiliaires ou des sages-femmes auxiliaires. Ici au Niger, nous les appelons les agents de santé communautaire. Pour la définition du Niger, les agents de santé communautaire, il y a deux types. Il y en a qui sont des répartition de le troisième partage des tâches de l'OMS qui est de former ces agents sur l'insertion et le retrait des implants. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, donc, pour ça, nous avons essayé de former un certain nombre d'agents de santé cette formation fait que les prestataires vont continuer, même en dehors, à servir les femmes. Et on a toujours fait un partage de tâches, en tout cas, parce qu'il y a aussi une supervision que nous faisons. Nous avons des agents de santé de PSI qui, après la formation de ces agents de santé communautaire, essaient d'aller voir comment est-ce qu'ils sont en train de faire les prestations, est-ce que tout est respecté en termes d'assurance qualité. Et on a commencé également à tracer les données pour voir un peu cette formation de ces agents de santé communautaire, qu'est-ce que ça implique en termes d'augmentation des données ou pas, et essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer en tout cas l'offre, parce que l'idée pour nous, c'est que les femmes aient accès à ce service. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, si on regarde ce graphique, en fait, on voit à peu près que par case de santé, nous avons à peu près 8 cas d'insertion d'implants par mois. Ce qui est quand même, nous pensons être intéressant parce que dans la majorité des cas, avant cette intervention, il n'y a que les méthodes orales qui sont offertes aux femmes. Mais les grands avantages, comme je l'ai dit, c'est vraiment le fait que le service, la formation de l'agent fait que le service est disponible à tout moment. Et le fait aussi que nous avons introduit, en tout cas, l'accès des méthodes de longue durée aux femmes, notamment les implants. Cependant, nous ne pouvons pas être à 100% sûrs pour dire que cela va augmenter la fréquentation ou bien la distribution des méthodes de longue durée. Et les AHC ne sont pas toujours capables à insérer les méthodes comme le dur, parce que ça dépend beaucoup
plus de compétences techniques et de matériel dont ils ne disposent pas et que nous n'avons pas pu mettre en place. Slide suivant, s'il vous plaît. Nous avons juste formulé en tout cas quelques petites recommandations. On a vu que l'approche des mobiles, quand même, elle est beaucoup plus intéressante pour les femmes qui vivent très loin des centres de santé. Parce que la particularité du Niger, c'est que la couverture sanitaire du Niger n'atteint pas 50%. C'est autour de 48, 42, 48%. Méthodes contraceptives, notamment pour ces cas précis aux implants. L'autre chose, c'est aussi chaque fois voir est-ce qu'il est possible de faire ce partage des tâches, des recommandations de l'OMS, parce que le fait que ça n'existe pas ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Donc souvent, il faut se poser les questions. Et ensuite, nous avons pensé qu'il est aussi utile que les districts sanitaires soient impliqués dans le processus. Parce que si nous n'impliquons pas les districts sanitaires, il va y avoir un certain nombre de problèmes au niveau de la pérennisation de l'activité. Slide suivant. Donc voilà, nous avons essayé de partager avec vous les liens sur lesquels je pense que nous avons partagé ces articles, version française et version anglaise, sur lesquels vous pouvez avoir beaucoup plus d'autres explications. Voilà à peu près la contribution que je voudrais apporter ce soir à notre discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ama, pour cet partage. Je pense pendant la présentation, on a eu un peu de problème de connexion, mais je pense que c'est retourné. Et peut-être à la fin, s'il y aura quelqu'un qui a manqué certains aspects de présentation, on peut revenir à ça, parce que j'ai vu les collègues qui montrent qu'il y avait une temps, ils n'ont pas bien vu les données de cette présentation. Alors, si on peut leur montrer ça à la fin pour avoir d'autres questions. Et encore merci pour le partage d'expérience. Maintenant, on a commencé par l'introduction de guide, les directives au début, et on a vu certaines mises à jour, mises en œuvre de ces guides sur des délégations des tâches. C'est un bon exemple. Et maintenant, on va aller par notre collègue Dr. Touré Omar. Lui, il travaille avec JPIGO en Côte d'Ivoire. Il est dans un projet sur augmenter l'accès de DMPA subcontenu. Vraiment, c'est l'auto-injection comme méthode d'accélération. Alors, docteur Omar, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur pour moi de parler au nom de JPIGO sur le passage d'échelle du DMPAC dans les pays du partenariat de Ouagadougou. Il faut savoir que le DMPAC introduit dans les différents pays, c'est mis sous forme de plusieurs stratégies. L'une des stratégies, c'est l'implication du secteur privé, la délégation des tâches et surtout l'auto-injection. Nous avons décidé aujourd'hui de parler de l'expérience de l'auto-injection dans les 8 pays du partenariat de Ouagadougou que couvre le projet. Slide. Slide. OK. Quel est le contexte en fait? Je pense qu'on ne va pas trop durer sur ça parce qu'on sait que en Afrique de l'Ouest, les besoins non satisfaits, les taux d'abandon en planification familiale sont encore élevés. Et je pense que les présentateurs qui m'ont précédé en ont parlé. L'une des causes, c'est l'insuffisance de personnel qualifié, l'absence ou l'insuffisance de structures adéquates pour l'offre de services.
Donc, pour répondre à ça, les différents pays ont essayé, en se basant sur les interventions à haut impact et à les recommandations de l'OMS, d'introduire les DMPASC, surtout l'auto-injection et la délégation des tâches dans les pays du partenariat de Ouagadougou. Ainsi, plus de 20 pays d'initiative FP 2020 ont commencé cette approche, et notamment en améliorant l'accessibilité des produits contraceptifs aux femmes. En dépit des nombreux efforts qui ont été réalisés, certains pays encore stagnent et n'arrivent pas à décoller. Il faut dire qu'il y a des pays qui ont commencé des phases pilotes et depuis les phases pilotes n'ont pas pu démarrer, ce qui a fait que la Fondation Bill et Melinda Gates a lancé un projet que JPAEGO conduit pour 27 mois dans 8 pays du partenariat de Ouagadougou, notamment le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et la Guinée. Next slide. Donc, pourquoi ça? C'est juste pour aider les pays qui ont commencé la phase pilote, qui n'arrivaient pas à décoller, qui stagnaient, à aider ces pays à aller de l'avant en accélérant l'accès du DMPASC dans leurs pays respectifs. Mais cela en prenant comme boussole les recommandations de l'OMS, notamment la recommandation numéro 10, qui parle de la disponibilité de la contraception injectable comme auto-administrée, le self-care, pour aider les femmes en termes d'autonomisation pour que la gamme de produits qui sera élargie puisse être accessible à ces femmes. Et aussi, l'autre directive, c'est la délégation des tâches. Et tout ça mis ensemble doit pouvoir permettre d'accroître l'accès et élargir la gamme de produits en renforçant le système de santé afin d'accroître le choix des femmes et des filles. Next slide. Donc, le projet accélérer l'accès au DMPASC se décompose en 2 phases, comme vous pouvez le voir. La phase 1 qui a démarré depuis le mois de janvier pendant 4 mois et la phase 2. La phase 1, c'était voir quels étaient les problèmes, les goulots d'étranglement et surtout faire une analyse situationnelle des différents pays, des 8 pays que je viens de citer. Et à partir de cette analyse situationnelle, pouvoir faire avancer ces pays-là à travers le renforcement des capacités, la promotion d'approches catalytiques et surtout collaborer avec les plateformes existantes déjà pour faire avancer la question des DMPASC dans les différents pays dont je viens de citer. Next slide. Next slide. OK. Quand vous voyez cette diapositive, vous voyez qu'on a plusieurs types de flèches. On a une grosse flèche centrale, on a des petites flèches et on a des cases juste au-dessus. OK. Donc, vous voyez qu'ici, les petites cases au-dessus vont montrer les activités ponctuelles qui ont été menées à différents moments jusqu'au mois de décembre. Et la grosse flèche au milieu nous montre tout ce qui s'est passé, mais de façon continuelle durant toute l'année. Donc, pour revenir un peu à l'explication, le projet a commencé au mois de janvier 2019, comme je l'ai dit, pour 27 mois. Mais il a vraiment commencé au mois de mars 2019 par un atelier régional qui a réuni des différents pays pour leur parler du projet et commencer déjà à brainstorm sur qu'est-ce qui devait être fait dans les différents pays. Et sorti de cet atelier, il y a une analyse situationnelle qui a été faite dans les pays et la restitution dans les différents pays en mai 2019. Et quand on a fait cette analyse situationnelle, elle nous a permis d'établir une carte de score pour les différents pays. Slide. Slide. Donc, cette carte de score, je vous ai dit tantôt qu'on allait prendre une seule stratégie qui était l'auto-injection pour parler de l'auto-injection uniquement dans cette présentation. Vous voyez que cette carte de score présente un peu les pays comme on les a trouvés au mois de mars 2019. Quand on prend le premier indicateur, au niveau du premier indicateur, les pays qui avaient juste un plan d'introduction, on avait le Burkina et puis le Mali. Les autres, ils avaient commencé parce que le rouge, la coche verte, ça peut dire que c'est OK. La croix, ça n'a pas commencé comme en Côte d'Ivoire. Et l'orange, le processus avait démarré, mais était en cours.
Aussi, quand on prend le statut politique aussi, c'est un peu ça. On a ces couleurs vertes, rouges et oranges qui nous montrent qu'est-ce qui se passe dans les pays. Comment on a trouvé le pays? Quand c'est rouge, c'est que ça n'existait pas. Quand c'est vert, ça existe. Et orange, comme je vous l'ai dit, le processus est en cours. Next slide. Donc, quand on a élaboré la carte de score, à part de cette carte de score, vous voyez dans la flèche centrale, il y a plusieurs activités qui ont été faites de façon concomitante ensemble. Le plaidoyer, le renforcement de la coordination, les activités catalytiques, la délégation des tâches et la mobilisation des ressources. Donc, l'un dans l'autre, on a essayé dans les différents pays de mener des activités de plaidoyer. Et pour accompagner les pays dans ce mouvement de plaidoyer, on a dû renforcer l'équipe technique du JIPAEGO en technique du plaidoyer pour accompagner les ministères de la Santé de différents pays à pouvoir atteindre les objectifs de plaidoyer qu'eux-mêmes ils avaient déjà élaborés après l'analyse situationnelle, les accompagner pour qu'ils puissent atteindre. Et en termes de plaidoyer, les différents pays, les 8 pays ont surtout choisi de l'auto-injection. Comment faire pour que les pays puissent aller à l'auto-injection? Et à cet effet, les différents pays ont commencé les plaidoyer auprès des différents ministères pour avoir des directives qui autorisaient l'auto-injection dans ces pays-là. Donc, le processus a commencé. Et pour les plaidoyers, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le Burkina Faso au départ qui vraiment avait les directives d'auto-injection. Les pays comme le Togo, le Mali, le Bénin, la Guinée et la Côte d'Ivoire aujourd'hui ont tous des directives de l'auto-injection et la Côte d'Ivoire est le dernier pays à pouvoir avoir ces directives d'auto-injection. Le Niger est dans le processus et la Mauritanie est aussi dans le processus. En termes de coordination, renforcement des coordinations, JIPAEGO s'est attelé à accompagner les ministères de la Santé à mettre sur place des sous-comités dédiés au DMPAC pour adresser les questions de mise en œuvre qu'on pourrait observer sur le terrain. Ainsi, les différents pays, dont la Côte d'Ivoire, ont mis en place les sous-comités DMPAC et ces sous-comités se réunissent selon le contexte. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, ce sous-comité se réunit mensuellement et l'idée ici, c'est qu'on fait cette réunion mensuelle au niveau de chaque partenaire. Donc, chaque partenaire reçoit un sous-comité pour adresser les questions liées au DMPASC. Ensuite, on a parlé de délégation des tâches et l'ensemble des pays pousse un peu pour pouvoir faire avancer la question de la délégation des tâches en utilisant les agents de santé communautaires dépendant du pays, du nom qu'on donne dans les pays. Je sais que le Niger avance beaucoup dans ça et les autres pays aussi en utilisant les relais communautaires pour adresser la question de l'auto-injection. En termes de mobilisation de ressources, il faut savoir qu'en plus de l'argent qui a été mis à disposition par le bailleur principal, qui est la Fondation Bill et Melinda Gates, il y a le fonds Chai qui aussi accompagne les différents pays en termes de mise à disposition de ressources. Et à ce jour, il y a 4 pays sur les 8 qui ont pu avoir ces fonds pour les accompagner en termes de formation, en termes de révision des outils, vraiment tout ce qu'il faut pour que les pays puissent être disposés à passer à l'échelle le plus tôt possible. Et en termes d'activités catalytiques, en plus des fonds Chai qui existaient, il y a des fonds qui existaient dans chaque pays pour les activités catalytiques. Et ces fonds ont servi à la formation des prestataires de soins, à la révision des outils. Et pour ce qui concerne la révision des outils, il faut savoir que l'étude ECHO qui a été diffusée en 2019 a été utilisée en Côte d'Ivoire lors de la révision des manuels de formation à l'intention des prestataires. Et aussi, on a participé aussi dans ce cadre à plusieurs rencontres internationales où JIPAEGO a mené ces pays pour pouvoir échanger et comprendre qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que la JIPAEGO pouvait apporter avec ces pays-là, pour voir qu'est-ce qu'on faisait de bien et partager d'expérience comme on le fait actuellement. Évidemment, pour asseoir la question du plaidoyer, il y a une équipe régionale qui a été mise en place du JIPAEGO pour toujours renforcer les différents pays dans la question du plaidoyer. Donc, tout ça mis ensemble nous a permis, pour la plupart des pays, comme je l'ai cité tantôt,
d'avoir des directives d'auto-injection et les pays ont commencé l'auto-injection. Slide. 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 Donc, vous voyez ici cette carte des scores. Comparativement à la première que je vous ai montrée, on voit ici ce qui a pu changer au niveau des pays depuis le mois de mars au mois de décembre. Vous voyez que les pays, pour les plans d'introduction, les pays qui étaient à orange sont tous passés au vert. Ceux qui étaient au rouge, comme la Côte d'Ivoire, passés au vert. Les autres pays, vous voyez, à part la Mauritanie et le Niger, qui sont encore dans le processus pour avoir les documents de plan de passage à l'échelle. Et vous voyez que donc on a pu vraiment pousser les pays à avoir déjà les plans. Et en termes de directive nationale et les programmes de formation, le dernier indicateur, vous voyez aussi qu'il y a eu beaucoup de mouvements et ça permet au pays vraiment d'aller de l'avant et de pouvoir accélérer l'accès de DMPAC, mais en ayant en esprit l'auto-injection qui est l'une des recommandations phares de l'OMS et pousser les femmes à plus d'autonomisation. Slide. Donc, vous voyez ici où les pays étaient au mois de mars 2019. Vous voyez qu'on a 5 paliers, la pré-introduction, l'introduction limitée, le plan d'introduction globale, le passage à l'échelle en cours et le passage à l'échelle complet. Quand on prend la situation au mois de mars, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie étaient en introduction limitée. Ils ont fait un pan, ils sont tous maintenant au niveau du plan d'introduction globale. Pour ce qui concerne le passage à plan, la Guinée, le Togo, le Mali, le Bénin qui étaient au plan d'introduction globale, ils sont passés maintenant au passage à échelle, toujours grâce aux différents fonds qui ont été mis en place par le fonds Chai, par les activités catalytiques du projet, et aussi par le plaidoyer qui ont fait engager les ministères à comprendre qu'il était important de pousser pour que les femmes puissent s'auto-injecter. Aujourd'hui, le Burkina Faso est un pays qui est passé à échelle complet pour l'administration, mais qui est aussi en train de pousser pour que l'auto-injection puisse passer de façon à échelle dans leur pays. Tout ça, on l'a fait durant l'année passée et il y a aussi quelles sont les leçons apprises de cette intervention. Slide. Donc, l'une des leçons pour nous, c'est l'utilisation de la scorecard qui est pour nous un outil puissant de plaidoyer parce qu'on a fait d'abord l'analyse situationnelle. On n'est pas venu dans un pays pour dire voilà ce que le pays doit faire. On a d'abord demandé au pays de faire une analyse situationnelle. Ils ont fait l'analyse situationnelle. En fonction de l'analyse situationnelle, il y a un cas de score qui a été établi pour chaque pays. Et avec les différents ministères de la santé des différents pays, chaque pays a commencé à voir quels étaient les domaines de plaidoyer qui pour eux étaient pertinents. Et donc, ça a permis au pays d'élaborer les outils de plaidoyer. Et nous, avec eux, on a poussé pour qu'on puisse changer les choses. L'autre leçon apprise, c'est que l'existence déjà des recommandations évidentes de l'OMS facilite vraiment le travail de plaidoyer sur le terrain parce que chaque fois qu'on a rencontré les ministères de la Santé des différents pays, ils nous ont posé des questions. Quelles sont les évidences? Donc, évidence, évidemment, il y a ce que l'OMS a fait, ce que les autres partenaires ont fait dans les pays comme l'Ouganda, le Sénégal, comme évidence pour leur montrer voilà ce qui a été fait, voilà aujourd'hui ce que les femmes veulent. Quand on prend un pays comme l'Ouganda et le Sénégal, 90% des femmes sont favorables à l'auto-injection et 98% de ces femmes-là souhaitent continuer dans l'auto-injection. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des évidences de l'OMS, il y a les recommandations de l'OMS qui ont amené ces pays, ces ministères à pouvoir aller de l'avant. Et aussi, s'ils vont de l'avant, c'est qu'il y a eu forcément un engagement du secteur privé et du secteur des ministères de la Santé. Et c'est ça qui était l'une des leçons apprises. En matière de défis, il y a 2 gros défis qui sont là, mais qu'on corrige au fur et à mesure qu'on avance. Vous avez dit tantôt qu'on avait mis en place des sous-comités DMPAC pour adresser la question du DMPAC. Et aujourd'hui, les différents pays ont commencé déjà à pouvoir se mettre dans cette dynamique et assurer tantôt cette coordination qui était un des gros problèmes dans les différents pays que nous appuyons. Et on continue le processus pour toujours améliorer ça. Aussi, l'autre gros défi, c'est surtout l'intégration des indicateurs dans les HMS ou le DHS2 des différents pays. Plusieurs pays ont réussi à intégrer les indicateurs de DMPAC dans le DHS2 et un pays comme la Côte d'Ivoire
continue et incessamment, je pense qu'au mois de juin, on doit pouvoir intégrer ces indicateurs dans le DHS2. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on a fait pour faire accélérer le DMPAC dans ces différents pays en nous appuyant sur l'auto-injection. Et si vous partez sur, il y a un site qui est dédié à cet effet, DMPAC Accelerating, un compte Twitter qui permet de voir un peu qu'est-ce que les différents pays font. Et je vous assure qu'on va vous envoyer les liens après. Quand vous partez là-dessus, vous vous rendez compte que les pays bougent et ça bouge beaucoup en termes de communication pour savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qu'on peut partager avec les différents pays. Sur ce, je crois que la prochaine slide, c'est pour vous dire merci. Prochaine slide. Next slide. Je vous dis merci avec cette auto-injection. Cette photo a été prise au Bénin, non, plutôt au Togo, où l'auto-injection a démarré bien là-bas. Et vraiment, on est content de ce qui se passe. Et c'est pour vous dire qu'avec l'auto-injection, on accélère vraiment le DMPAC dans les pays que nous soutenons. Je vous remercie encore. Merci beaucoup toutes les trois présentateurs. Je pense qu'on a eu vraiment de très, très excellentes présentations depuis le premier, le deuxième jusqu'au le troisième. Et en résumé, on voit qu'au début, avec la présentation par l'OMS Genève, le siège de l'OMS, on a entendu sur des nouveaux guides, PF postpartum, le MEC, partage des tâches, les interventions d'autoprise, la contraception et VH, mais aussi l'utilisation de nouvelles technologies avec l'application MEC. Mais cette présentation nous a montré que les nouveaux guides visent vraiment à assurer que plusieurs cadres de prestataires peuvent offrir le service, c'est selon l'esprit de délégation des tâches, mais aussi avec ça, il y aura plus aussi de, comment on appelle ça, des centres de prestations qui peuvent être utilisés. Ça peut être aux cliniques fixes, ça peut être par les stratégies avancées, ça peut être aux bases communautaires. Vraiment, les guides nous donnent la direction de qui peut faire quoi, mais aussi on voit que les guides nous donnent ciblent plusieurs des groupes. Par exemple, quand on parle de le nouveau guide sur la contraception et le VH, maintenant, ça donne de nouveaux guides pour comment vraiment on peut assurer que les femmes qui vivent avec le VH peuvent aussi avoir leur contraception de choix. Les femmes postpartum, comment ils peuvent aussi avoir les contraceptions de choix, les jeunes, etc. Plus important aussi avec les guides sur les interventions d'autoprise en charge, c'est très important parce que c'est aussi un autre aspect important de la délégation des tâches où maintenant on délègue ces tâches à les femmes eux-mêmes. Alors vraiment, cet aperçu était très, très, très bien. Et puis quand on était au Niger, on a vu en réel souterrain comment ils ont appliqué le guide sur la délégation des tâches par avoir le service par les agences de santé communautaire. Et on a vu que s'ils sont formés, s'ils sont bien supervisés, s'ils sont approvisés, ils peuvent vraiment offrir les soins ou bien ils peuvent offrir les services de PF, les emplats. Et on a vu que le taux d'utilisation a aussi augmenté. Et c'était très important parce que c'était pour ceux c'était pour les clientes qui sont reculées ou dans les zones reculées ou bien dans les zones rurales. Alors ça, c'était un aspect très important, comment ils ont utilisé ces guides pour assurer l'accès aux services. Avec Dr Omar Touré, on a vu aussi comment l'auto-injection peut aussi accélérer les services, mais aussi c'était très important comment il a montré les étapes quand on veut introduire une nouvelle technologie ou bien une nouvelle méthode ou bien une nouvelle approche. Je vois qu'ils ont vraiment utilisé plusieurs étapes, commencer par une rencontre régionale, par des plans d'action par pays. Au niveau de pays, ils ont fait aussi plusieurs étapes, le plaidoyer, augmenter la coordination, les activités catalytiques, comment introduire ce nouveau aspect, mais aussi comment il peut aussi mobiliser des ressources,
mais aussi augmenter les partenariats, parce que pour mettre ça à l'échelle, il faut aussi des ressources, mais aussi il faut augmenter les partenariats. Aussi, qu'est-ce que j'ai vu qui est important quand on commence par les guides qui sont introduits au niveau global, au niveau régional. Au niveau maintenant de mise en œuvre, on doit voir est-ce que les guides, on doit adapter, par exemple, avec les aides-mémoires, est-ce qu'on doit aussi former, alors il faut avoir le module de formation. Un autre aspect qui était bien partagé, c'est comment on peut faire le monitoring pour assurer le bon suivi, le bon documentation, et aussi avec le cadre de score, ça montre vraiment phase par phase quels sont les différents. On a vu depuis janvier, mars jusqu'à la fin d'année, vraiment, il y avait une amélioration d'offres de services, mais on a pu voir avec le cas de score où est-ce que chaque pays, où est-ce qu'ils sont, quelles sont les barrières, quels sont les facteurs favorables. Alors, c'était vraiment une bonne session d'avoir le développement de guides jusqu'à la mise en œuvre, les leçons appris, les succès et les défis. Et aux côtés de participants, on a eu quelques questions. Il y a des questions qui sont ciblées ou bien il y a des questions qui sont pour tout le monde. Alors, je veux poser ces questions et puis je veux donner la parole à présentateur pour reprendre. Et on peut aller aux mêmes phases. On peut commencer avec Marilyn, Dr Ama et puis à la fin, Dr Omar. Alors, il y avait une question que tout le monde peut voir s'ils ont des éléments de réponse, que des fois, dans les populations, avec les mythes, avec les fausses informations, il y a ceux qui pensent que les planifications familiales ou bien les méthodes consultatives sont destinées uniquement pour ceux qui sont pauvres ou uniquement pour les pays pauvres. Alors, peut-être les présentateurs peuvent aussi donner leurs idées sur ça. On commence globalement, on peut regarder au niveau de MSCSK, comment vous pensez ça entre tous les pays, qui est vraiment destiné pour les méthodes consultatives. Et puis au niveau pays, vous travaillez dans les zones rurales, urbaines, vous pouvez aussi donner votre avis. Ça c'est pour tous les présentateurs. Le deuxième était aussi pour tous les présentateurs pour vraiment voir, il y a beaucoup des informations ou des fois des mises à information sur les effets secondaires. Comment est-ce qu'on peut combattre ces informations? Parce que des fois, avec le peur des effets secondaires, il y a les femmes qui n'osent pas ou qui ne veulent pas utiliser les contraceptifs. Alors, avec l'expérience de communication, avec l'expérience avec les stratégies avancées, activités aux bases communautaires, comment vraiment est-ce qu'on peut donner cette éducation sur le fait que oui, il peut avoir les effets secondaires, mais tous les prestataires sont bien formés de comment les gérer. Et puis, uniquement pour Marilyn, est-ce que vous pouvez ajouter un peu d'informations, clarifications vraiment sur l'utilisation des IUD, le DIU, pour les femmes vivant avec le VIH? Vraiment, peut-être ils n'ont pas bien compris. Est-ce que c'est recommandé ou pas? Ça, ce sera uniquement pour toi. Oui. Et puis, la dernière question, ça peut être pour Dr Omar et aussi Dr Hama. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes d'approvisionnement, rupture de stock quand vous faites mobilisation de demandes? Est-ce que vous pouvez vraiment répondre à toutes ces demandes par vos très bonnes stratégies que vous avez proposées? Alors ça, c'est des questions qu'on a reçues. Peut-être le présentateur, en commençant par Marilyn, peut répondre et donner vraiment leur point de vue aux présentateurs, aux participants. D'accord. Je vous remercie, Dr. Asmani, et merci beaucoup pour la question. Si j'ai bien compris, il y a des questions sur le DIU pour les femmes qui vivent avec le VIH ou bien c'est pour les femmes qui sont au risque élevé du VIH, ou les deux? Les deux. Les deux, d'accord. Alors, excusez-moi, j'ai parlé sur le sujet peut-être trop rapidement et j'ai pas donné plus d'informations, mais l'année dernière, qu'on a organisé un groupe d'experts pour passer une revue sur les données,
du ECHO et aussi les données observationnelles. Ce qui est vraiment important est que nous avons vu vraiment avec les données du ECHO fortes, des données rigoureuses qui ne montrent pas que l'usage du DIU, du cuivre, a élevé le risque d'attraper le VIH. Donc, après beaucoup de discussions et aussi de voir les données et de voir les limites ou les points forts sur la méthodologie de ECHO, le groupe d'experts a conseillé à l'OMS d'enlever les restrictions. Il n'y a pas de restrictions avant, mais ils ont suggéré à l'OMS de changer les recommandations. Avant, c'était une catégorie 2 pour les femmes à haut risque du VIH, pour l'usage des dispositifs intra-utérines, même du cuivre, même de hormonal. Mais maintenant, à cause des données de ECHO, c'est une catégorie 1. Mais nous avons dit avec les nouvelles recommandations que pour l'insérer, pour le DIE d'insérer avant l'insertion, il est vraiment bien de faire un examen pelvique. Et donc, mais si une femme a un risque élevé de VIH, c'est pas vraiment une raison de faire un restreint. Mais il faut d'abord faire les examens nécessaires et pour le DIE, c'est l'examen pelvique, mais ce n'est pas nécessaire de ne donner l'option. Même pour les femmes qui vivent avec, qui vivent avec le VIH, les diapositifs, dès que 2015 et avant, ce n'est pas une raison de faire une restriction sur le VIH. La seule chose, c'est l'insertion avec une femme qui a un stage, j'oublie le mot, qui est malade, stage 3 ou stade 3 ou 4 par le système de l'OMS, c'est pas conseillé, c'est une catégorie 3. Donc, c'est la maladie VIH, pour les femmes qui ont des symptômes moins sévères, c'est une catégorie 2. Et pour les femmes qui ont un haut risque de VIH, maintenant, c'est une catégorie 1. Il n'y a aucune restriction. J'espère que c'est suffisant ou bien est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que c'était ça la question et je pense que la question est bien répondue, mais si ce n'est pas clair, il peut aussi écrire s'il y a une question de suivi. Mais peut-être l'autre. Oui, tu veux ajouter? Oui, j'aimerais ajouter qu'il n'y a aucune pour les femmes qui prennent des médicaments comme les ARV. S'ils prennent les ARV, il n'y a aucune il y a pas d'interactions pour l'insération d'être inséré avec une DIE. Donc, même les médicaments, ce n'est pas une cause de faire une restreinte. OK, c'est bon. Je pense qu'il y avait une question de suivi si
Marilyn, si c'est la même chose, si c'est les femmes à risque élevé d'IST? IST. Donc, pour les femmes à haut risque de IST, c'est une très bonne question parce que c'est pas la même. Oui, le VIH, c'est une parmi les IST, mais pour les autres IST, on n'a pas changé ces recommandations. Donc, d'être inséré avec une DIU, c'est une, je pense que c'est une catégorie 4. Donc, on n'a pas changé les recommandations pour les IST. Pour OK. Merci beaucoup. Peut-être on peut aller à les questions qui suivent. Il y avait une question sur votre commentaire, et ça c'est pour tous les 3 présentateurs. Vraiment, les méthodes contraceptives sont-ils destinées uniquement aux pays pauvres ou bien les groupes pauvres? Quelle est l'expérience entre eux, les pauvres, ceux qui ne sont pas pauvres, rural, urbaine, vraiment, votre avis dans la mise en œuvre de votre travail, si vous pouvez, avant d'aller aux d'autres questions. Je peux? S'il vous plaît. Je peux, Dr Touré. Allô? Est-ce que je peux parler? Oui. Dr Touré Oumar. Allô? Oui, tu peux parler, allez-y. D'accord. Je pense que la question des méthodes contraceptives pour les pauvres, je pense que c'est le gros souci, mais l'un des principaux enjeux dedans, c'est comment est-ce qu'on aborde la question, en fait, pour moi. Parce que vous avez dû vous rendre compte que quand on a parlé de DMPAC, on a dit qu'on a fait ce qu'on appelle un plan à la carte, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé qu'est-ce que le pays veut, c'est ce qu'on donne au pays en fonction des indicateurs que nous avons. Donc, par rapport à ce problème de reculant de la PF pour les pauvres, je pense que si on fait dès le départ une bonne analyse des parties prenantes, en fait, parce que quand on parle de parties prenantes ici, on a ceux qui vont recevoir le soin, ceux qui vont intervenir dans le soin, et toute la chaîne qui va intervenir dans le soin jusqu'à la personne même qui reçoit le soin. Donc, si dès le départ, ils sont autour de la table pour discuter, pour comprendre pourquoi les choses, les questions dont on parle ici en termes de c'est pour les pauvres, c'est pour les riches, ne va pas venir. Donc, ça demande un peu, cette préparation nécessite une bonne analyse pour moi des parties prenantes qui sont concernées dans la PF. Et si on ne le fait pas, à la fin, qu'on vient, on dit, voilà ce qui se passe, vous convenez à moi qu'on va me donner quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, ça pose des problèmes. Voilà un peu mon point de vue là-dessus. Donc, faire une bonne analyse des parties prenantes, aussi bien ces femmes même qui doivent recevoir même la planification familiale pour les faire comprendre le bien, pour que dès le départ même de l'intervention, ils sachent que quelque chose va venir, quelle est leur partition, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, qu'est-ce qu'ils doivent jouer comme rôle. Et quand on le fait, généralement, à la fin, personne n'est resté au bord de la route et ça permet de mieux compenser les rumeurs ou tout ce qui se trame au travers les discussions, en fait. Voilà un peu mon point de vue. OK, merci beaucoup. Alors, c'est compris, c'est vraiment selon le besoin. Et aussi, on dit, quand on fait les programmes de planning familial, c'est basé sur les droits humains. Alors, c'est les services pour tous qui en ont besoin, dans la manière qu'ils peuvent accéder. C'est pas la question de richesse ou pas, mais vraiment, tu as bien répondu que le programme doit être développé, doit être mis en œuvre pour atteindre tout ce qu'ils ont besoin. Merci. Je pense que Erin avait quelque chose à ajouter. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Erin Dumas et je suis collègue de Dr. Hama qui vient de présenter par rapport aux expériences au Niger. Malheureusement, Dr. Hama a un peu des soucis de connexion, donc je vais essayer de répondre en son place.
par rapport à la question qui concerne les ruptures du stock. Je voudrais juste souligner que cette idée du partage des tâches n'est pas uniquement la formation des différents cadres des prestataires, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de différents éléments qui devraient être mis en place pour réussir dans ce sens. Donc, selon le projet de PSI au Niger, ce que nous avons fait, avant de proposer une formation des agences de santé communautaire, nous avons fait une collaboration avec le district. Et le district sanitaire et cette collaboration était capitale parce que c'est ce qui a permis la mise en place d'une ligne directe pour les méthodes contraceptives, surtout les implants, d'arriver au niveau des structures de santé où il n'y avait pas. Ou avant, pardon, il n'y avait pas. Donc, c'était un des éléments très importants pour réussir cette initiative. Donc, peut-être juste pour répondre à cette question de comment éviter les ruptures de stock quand il y a de nouvelles technologies contraceptives présentes dans les différentes structures, on peut penser que c'est très important de collaborer avec au niveau district, et pas uniquement pour les formations des prestataires, mais aussi pour l'approvisionnement du stock. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Notre question qui est vraiment posée peut-être à tous les panélistes qui peuvent répondre, c'est vraiment sur la communication, sur les effets secondaires, comment réduire le peur que certaines clientes ont sur les effets secondaires qui peut-être fait que l'utilisation des méthodes contraceptives, ça peut être une barrière. Est-ce que vous avez l'expérience selon votre travail au niveau opérationnel, selon le travail au niveau communautaire ou bien dans le centre de santé? Comment est-ce que ça peut être bien communiqué? Quelle est l'expérience de cette barrière? Je peux encore répondre aux places de mon collègue. Selon mes expériences avec les cliniques mobiles, les sorties... Oui, ça va? Oui, ça va. OK, d'accord. Donc, selon les expériences des sorties mobiles, soit cliniques mobiles, il y a une génération de demandes, mais il y a aussi une vue qui est très capitale à certains éléments par rapport aux certains dispositifs. Une outil qui est intéressant. D'accord, je vais couper. Peut-être je pourrais ajouter que parmi la groupe qui est en ligne, j'imagine qu'ils ont beaucoup d'expérience plus que moi, mais par rapport à l'OMS, peut-être je peux suggérer que l'édition de le manuel 2018, maintenant c'est en anglais, mais bientôt en français, il y a plusieurs perles, plusieurs astuces pour les counseling, pour les prestataires à suivre. Donc, il y a quelques petits messages sur les effets secondaires qui peut-être peut être intégrés dans les petits outils que les prestataires puissent utiliser. C'est dommage que Rachel Yodi ne peut pas être avec nous parce qu'elle est partie d'une
projet de recherche lancé en RDC et aussi c'était lancé en Burkina. Et il y a une outil qui a été transformé pour le counseling pour les femmes en postpartum. Et nos résultats ont montré que cet outil était très efficace et il y a plusieurs images et des petits messages que les prestataires peuvent utiliser pendant la prestation de PF. Peut-être on peut partager l'outil avec la groupe. C'est vrai que c'est vraiment focalisé sur le postpartum, mais il y a des points clés qui peut-être peut bénéficier tout le monde. Mais j'imagine que le partenariat a beaucoup d'expérience, plus que ça, qui peut être utile. Allô? Allô? Oui, Allô? allez-y. D'accord. Merci, Erin. Allez-y. Dr. Touré, merci pour la contribution de Marlene. Je pense que moi, je voulais intervenir sur les problèmes d'approvisionnement, en fait. Il y a une bonne expérience au Burkina Faso, qui est l'un des pays que nous appuyons, qui est ce qu'on appelle la création de vases communicants entre les structures. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des ruptures de stock de façon générale, mais il y a des ruptures de stock au niveau même local. C'est-à-dire qu'une structure A peut être en rupture de stock et la structure B qui est à 100 km n'est pas en surstock. Donc, le Burkina Faso a réussi à mettre en place ce qu'on appelle des vases communicants pour dire quand celui-là est en surstock et l'autre est en rupture de stock, comment faire pour qu'il puisse avoir, comment on appelle, il puisse être approvisionné facilement. Et ça, je pense que c'est une bonne expérience qu'on devrait pouvoir mettre sur la table. Comment faire cette interopérabilité entre les structures, parce qu'il y a la verticalité, mais on doit le faire de façon horizontale aussi en termes d'approvisionnement. Et je pense que le Burkina nous montre qu'avec ça, on peut vraiment résoudre un certain nombre de problèmes. Maintenant, quand le problème il vient de l'extérieur, bon, ça aussi, ça c'est un peu le fabricant. Mais au niveau local, déjà, je pense que c'est une bonne opportunité de voir comment est-ce qu'on peut faire cette interopérabilité entre les structures pour gérer les problèmes de stock, de rupture et de surstock, en fait. Maintenant, l'autre question sur la communication, pour moi. Je pense que, je l'ai dit tantôt, au-delà de l'analyse des parties prenantes, la communication ici, il faut que dans tous les programmes, c'est que tels que la PF, tout ce qui concerne la masse, il faut avoir des plans de communication efficaces, en fait. C'est-à-dire, tant qu'il n'y aura pas de plans de communication efficaces qui sera mis en œuvre par les pays, on ne pourra pas, parce que dans le plan de communication, on essaie d'anticiper sur les rumeurs qui peuvent survenir. Aujourd'hui, on a l'Internet qui fait partie des fausses informations dans tous les sens. Et tant qu'on n'a pas un plan de communication bien rédigé qui nous dit voilà ce qu'il faut faire en termes de choses pour tacler toutes les rumeurs, évidemment qu'on risque de se trouver face à ce genre de défis. Et aussi, encore une fois, j'insiste, l'implication des personnes qui doivent recevoir l'offre de soins, en fait, est capitale, en fait. On ne doit pas les oublier dès le départ, on ne doit pas les oublier au milieu, on ne doit pas les oublier à la fin. Ils doivent être dans tout le processus du début jusqu'à la fin pour qu'on puisse changer les lignes. Voilà un peu ce que j'avais à dire. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je peux dire, il y a 2-3 questions qui restent, on peut les répondre et puis au cause de temps, on va terminer. Mais il y a une question qui est revenue, peut-être ce n'est pas encore bien répondu, peut-être les panélistes pouvaient assister. C'est vraiment sur les effets secondaires que le prestataire de gestion de programme voit des femmes qui viennent beaucoup avec des effets secondaires des différentes méthodes de contraception. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Comment vraiment gérer, comment on peut aviser les femmes qui arrivent avec les effets secondaires qui peut donner que les femmes vont arrêter et pas continuer
utilisation de contraception si ce n'est pas bien conseillé ou bien c'est pas bien géré. Si vous voulez parler un peu de ça. Et puis, pour les présentations où on a parlé de mise en œuvre de certaines approches innovatives, comment vraiment avez-vous passé la remontée de données? C'est qui faisait ça? Comment était compatibilisé? Vraiment, est-ce que vous pouvez expliquer les données que vous avez montrées? C'était comment gérer pour assurer que c'était des données de bonne qualité. Et puis, la dernière question, c'était sur les pérennisations des interventions qui sont soutenues par des partenaires. Services mobiles, les services aux bases communautaires qu'on vient d'expliquer, après que les donateurs, les partenaires partent, comment est-ce qu'on peut continuer à assurer la durabilité de ces interventions? Merci. D'accord. Je peux rebondir sur la question des effets secondaires. OK. Allô? Mhm. OK. Pour ce qui concerne les effets secondaires, je dis, il y a 2 ans, on avait conduit une formation avec des prestataires de soins et dans la salle, il y a une sage-femme qui avait fait insérer un DU, un dispositif intra-utérin d'intervalle. Et en pleine salle, elle nous a dit qu'elle a commencé à saigner et comme elle avait peur, elle a fait retirer le dispositif parce qu'elle est sage-femme. Elle a thérapé puis elle a enlevé. Je lui ai dit, bon, ça a posé la question du counseling. Parce que si un counseling qui est mal fait ne peut que nous amener sur la piste de mauvaises informations, il faut que les prestataires de soins reçoivent de bons counseling et fassent de bons counseling. Parce que si on bâcle le counseling, évidemment que la femme, parce que durant le counseling, on va dire à la dame, voilà telle méthode contraceptive. Vous risquez d'avoir un saignement plus abondant qu'avant. Vous risquez d'avoir ça. Vous risquez d'avoir de ne pas avoir vos règles. Mais quand la femme sait tout ça dès le départ et qu'elle a compris les effets secondaires qui peuvent arriver, mais c'est profitable. Et même quand elle vient, elle sait que si elle ne voit pas ses règles, je ne vois pas mes règles parce que le médecin, la sage-femme ou l'infirmier m'a dit que pendant que je suis sous la contraception, voilà ce qui va arriver. Et je pense que c'est toute la clé pour moi. Tant qu'on ne fera pas de bon counseling, parce que vous allez vous rendre compte que quand on passe sur le terrain souvent, les gens, parce qu'ils sont pressés, ils vous font un counseling en 1 minute et puis la dame n'a qu'à partir. Mais une femme qui vient d'une contrée, qui n'est pas là à l'école, même qui est partie à l'école, si elle n'a pas la bonne information, moi, à cette place, j'aurai la même réaction. Donc, pour moi, il faut qu'on mette un accent particulier sur le counseling. Et c'est la clé, en fait, pour moi. Si le counseling n'est pas bien fait, évidemment, on va aller dans tous les sens. Mais maintenant, pour ce qui est de la pérennisation, je dis toujours que les programmes, quand on vient avec l'argent des bailleurs, en fait. Mais si on vient qu'on commence nous-mêmes à exécuter et puis on avance parce que le pays n'est pas demandeur. Or, quand le pays est demandeur, qu'on a fait une analyse citoyenne avec eux, on leur fait des propositions à la carte parce qu'ils savent que c'est ça leur intérêt. Quand on arrête, ils vont trouver des moyens qui sont simples, qui sont peu coûteux et qui peuvent reproduire. Et comme ils participent eux-mêmes dans tout le processus, il n'y a pas de raison qu'à la fin, ils ne puissent pas le faire. Mais si on vient avec des programmes qui sont hyper coûteux, mais ils y regardent. Et puis à la fin, ils vous disent, on n'a pas l'argent. Donc, je pense que, et puis comment faire pour intégrer les services aussi est une clé. Parce que si on réussit à intégrer les services comme cela se doit, pour moi, ça va pouvoir faire booster les œufs. Et l'État sait que même quand on fait ça, la femme qui va venir, elle va avoir la PF durant le jour de vaccination, elle va avoir tous les services qu'elle veut dans un seul service. Ça ne peut que faciliter les choses, en fait. Voilà un peu mon point de vue. OK, merci beaucoup. C'est Marilyn. Alors après, d'abord, j'aimerais vraiment féliciter Dr. Touareg parce que c'est la même sens que j'aimerais dire que c'est vraiment une question de la counseling. En plus, pour nous, l'OMS, le grand chapeau est toujours le choix. C'est le choix pour c'est
toujours important que la femme a un choix de méthode et que le counseling explique les possibilités d'effets secondaires pour que la femme peut anticiper que c'est quelque chose de normal. Mais pendant le counseling aussi, c'est toujours important de dire qu'elle est toujours le bienvenu à revenir à la structure sanitaire pour qu'elle peut discuter avec une prestataire ses problèmes. Aussi, peut-être, elle peut choisir une autre méthode et on a des recommandations qui peuvent aider le service, la prestation d'un changement de méthode. Mais je pense que c'est vraiment le counseling et pour la femme. Et aussi, c'est toujours important que les prestataires aient la capacité de répondre aux questions, aux fausses rumeurs. Ce que Dr. Torrey a dit, et je suis toujours d'accord avec ça. Mais c'est une très bonne question et c'est quelque chose que je pense qu'on reçoit toujours. Mais c'est tout. OK, merci beaucoup. C'est bien expliqué. Je pense qu'on commence vraiment par une bonne counseling, très important, qu'ils comprennent le choix et les effets qui peuvent arriver, mais aussi assurer qu'on donne des méthodes de choix de bonne qualité, qui est aussi bien gérée par le prestataire pour assurer vraiment le moins de risques et moins des effets négatifs aux clients. Ça, c'est très important. Alors, il reste quelques minutes et on a une question qui n'est pas encore bien répondue. Selon votre expérience, comment vous avez vraiment géré ou bien vous avez remonté les données? On a parlé d'offres de PF par les agences de santé communautaire. On a parlé d'auto-injection. Comment est-ce qu'on a vraiment remonté les données pour montrer que vraiment comment ces projets étaient mis en œuvre, quels sont les résultats, est-ce qu'il y avait le nombre de clients qui ont pris certaines méthodes. Est-ce que vous pouvez donner un peu d'explication, cette expérience sur terrain, parce que c'est toujours important d'avoir de bonnes données. Et plus quand on fait d'offres de services qui ne sont pas vraiment dans les cliniques fixes, ça peut être au niveau communautaire. Est-ce que c'était rendu difficile pour avoir les données, remonter les données, analyse des données, partage de données? Quelle est votre expérience, s'il vous plaît? Je peux? Dr. Touré. OK, allez-y. Allez-y, vous êtes l'expert. Je pense que, comme je l'ai dit dans ma présentation, l'un des défis pour nous, c'était d'intégrer les indicateurs de l'auto-injection dans le DHS2 qui est commun dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, et dans le monde. Et donc, les pays comme la Guinée ont réussi, il y a plein de pays qui ont réussi, le Burkina Faso, à faire intégrer les indicateurs qui capturent les informations sur l'auto-injection et sur plus d'autres choses, que le nombre de personnels formés, comment ça se passe. Et pour nous, c'est important. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, comme ça, on a commencé le processus et normalement, on a travaillé avec le ministère qui a élaboré de nouveaux supports de collecte de données. Et je pense que jusqu'au mois de juin, ils ont commencé les tests et les tests vont finir jusqu'au mois de juin. On doit pouvoir intégrer, en fonction de la réponse du terrain, les nouveaux indicateurs dans les DHS2. Et quand ça s'est fait, normalement, le DHS2 étant l'émanation de tout ce qui se passe comme activité dans un pays, la remontée de données est plus facile en fait. Et pour qu'on puisse faire remonter les données, il faut aussi que le personnel qui est sur le terrain puisse savoir comment remonter les données. Donc, on passe par les méthodes de supervision pour pouvoir assurer tout ça. Et je pense que nous, on se bat. Il y a 3 ou 4 pays déjà qui ont commencé à intégrer déjà les données de l'auto-injection dans leur système national, qui est le DHS2. Et les autres pays, on est en train de pousser pour que les autres pays puissent faire la même chose pour qu'on puisse avoir les données à temps réel et faire avancer les choses. Et parallèlement à ça aussi, dans le sous-comité technique que nous avons aidé les pays à mettre en place, on a créé un peu des outils de remontée de données par partenaire
qu'on a mis sur le Google Sheet et qui permet à tous les partenaires, c'est pas encore bien huilé, mais ça permet à tous les partenaires de dire combien d'interventions on a eu, combien de formations on a eu, et à l'instant T, ça nous permet de voir quelles sont les données qui remontent et pouvoir faire la comparaison avec les données qui se mettent dans la routine. C'est pas facile, mais je pense que le travail est en cours et on doit pouvoir réussir ça si on réussit vraiment à passer dans l'exercice pour tous les indicateurs. Je vous remercie. OK, merci à tout le monde. Merci vraiment les participants. On avait vraiment des participants qui sont actifs. Il y avait une grande liste de questions, il y avait beaucoup de contributions et aussi les panélistes pour votre excellente présentation, mais aussi vous avez bien répondu et on a vu il y avait beaucoup de grands intérêts de tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Et je crois que avec les liens qui vont être partagés, avec le partage de toutes les présentations, peut-être on peut aussi faire de suivi entre nous-mêmes avec tous les contacts qu'on va partager. Certaines choses, on peut continuer une discussion offline par les mails ou dans d'autres rencontres. Je voudrais aussi ajouter, il y avait une contribution d'une des participants qui était vraiment pertinente. C'était sur la mise en œuvre des nouvelles directrices qui sortent de l'OMS, qu'il faut aussi voir comment le pays peut les adapter plus vite, des fois sans vraiment attendre des grands procédures de validation nationale, des réunions, parce qu'il a donné certains exemples où, quand le nouveau guide sort, des fois c'est une petit amendement des anciens guides. Alors, on peut aussi voir comment est-ce que on met à jour ces nouveaux guides. Est-ce que c'est par une directive ou bien un décret ou bien on va directement dans les aides-mémoires et les job aids au niveau de prestataires de services pour voir comment est-ce que ça peut être mis en œuvre ou bien mis à jour plus rapidement que ce qu'on voit maintenant. Des fois, une guide sort 2018, ça prend tout le 2019 pour validation nationale et mise en œuvre. On arrive 2020, on n'a pas encore, et puis il y a de nouveaux changements. Alors, leur contribution était voir d'autres méthodologies qu'on peut avoir pour vraiment prendre les nouveaux guides et assurer qu'ils sont appliqués au niveau pays. Alors encore, je voulais vraiment remercier tous les participants et on a vu depuis le début de la présentation que quand on parle de nouveaux guides, nouveaux lignes directrices, c'est vraiment important parce qu'ils sont développés pour assurer l'offre de soins de haute qualité qui sont basés sur les évidences ou bien des preuves scientifiques pour assurer vraiment la protection de ceux qui vont utiliser ces services, mais aussi ceux qui donnent ou ceux qui offrent le service. Et c'est aussi basé sur les droits humains d'avoir des services de santé de toute bonne qualité. Mais au-delà d'avoir les nouveaux guides, lignes directrices, ce qui est plus important, c'est comment assurer que ces guides sont mis en œuvre au niveau pays et au niveau opérationnel. Et comme j'avais discuté au début de cette webinaire, le processus de développement des guides est vraiment participatif. En anglais, on dit c'est bottom-up. On partage, on reçoit l'expérience de tous les niveaux pour développer les guides. Alors, les discussions, comme on a eu aujourd'hui sur l'expérience de mettre en œuvre les guides, sont aussi très importantes parce que ça font part de les revues qu'on peut faire pour assurer que ceux qui sont au niveau de mise en œuvre peuvent donner leurs avis, comment les guides peuvent être améliorés, comment on peut assurer que les guides sont fonctionnels et sont utiles au niveau d'opération, bien au niveau d'offre de services. Alors ça, c'était très important. Et l'autre chose, on a vu pratiquement des exemples de mise en œuvre de guides au niveau de délégation des tâches, au niveau de haute injection. Alors, vraiment, cette webinaire a nous montré depuis le développement jusqu'à la mise en œuvre, l'expérience, le succès et les défis. Alors, c'était très important. On vous remercie encore. Et maintenant, vous voyez, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur les sites web. On va partager toutes les présentations. On va essayer de, si on n'a pas répondu à certaines questions, vous pouvez toujours nous poser des questions selon
les emails, les contacts que vous avez pour qu'on peut travailler ensemble. Et vous pouvez aussi contacter directement le présentateur pour avoir plus de nouvelles, plus de réponses à vos questions. Et aussi, on prend cette occasion de encore vous informer sur la conférence internationale de planning familial 2021. Ça sera le 1er et 4e février 2021 au Thaïlande. Alors, c'est vraiment aller dans le site web. Vous pouvez voir toutes les informations. Vous pouvez soumettre votre résumé. On peut commencer, vous pouvez voir les dates de limite d'enregistrement parce que vraiment, on a vu, vous êtes un participant avec de riches expériences. Alors, c'est les réunions comme ça, on peut partager, mais aussi on peut apprendre de l'un et les autres. On peut vraiment améliorer les programmes et les services santé et reproduction, les programmes et services PF pour assurer l'atteinte de tous les objectifs de développement en général, mais aussi le développement de santé et améliorer la santé de tout le monde en Afrique. Alors, on vous remercie encore pour votre participation. On remercie tous les panélistes qui ont bien partagé leurs expériences, mais aussi les organisateurs, les coordinateurs qui ont fait et rendre cette webinaire possible. On n'a pas pu voyager jusqu'à Abidjan, mais on a pu depuis hier partager en ligne. On fait que on peut apprendre de l'un des autres et on peut vraiment améliorer tous nos programmes. On vous remercie. Je ne sais pas si l'ordinateur veut dire un mot de clôturer, mais pour maintenant, j'ai dit c'est la fin de cette webinaire. On garde le contact et on continue de collaboration ensemble et je vous remercie. Merci beaucoup.